comte Balthazar Klossowski de Rolla, dit Balthus, inspiré lui aussi par Alice, toucha au tabou en levant le voile sur la nubilité de très jeunes filles, les effleurant du bout de l'œil pour, du pinceau, en caresser l'énigme. À la fois respectueux et sacrilège, il subvertit par son génie adolescent l'ordre social, faisant, selon son expression, sursauter les pantins. Sa peinture, selon son dire, gèle l'heure du passage pour le saisir. Passage ambivalent, un mot à entendre dans ces trois acceptions, passage de la frontière entre le monde de l'enfance et celui de l'adolescence. Corps juvénile et ambigu jouant sur l'infantile et son impudeur pour exhiber ce qui les déborde, mais qu'il voudrait aussi, encore un instant, cacher aux yeux d'autrui. Le peintre dit qu'il veut représenter la tendresse, le rêve et la nostalgie, aussi bien que la cruauté, la violence et la mort, en dépouillant les êtres de leur couche épaisse de lâche hypocrisie. Et pour cela, il loue son héritage aux peintres de la première Renaissance, dont le Masaccio d'Adam et Ève chassés du paradis, par exemple, ressuscitant les mythes et leurs religieux pour prendre le pas d'une modernité athée, mais toujours pour exercer la forme noble de la peinture, transmettre. À la fois ancien et moderne, il agace par cette position d'interrogation, aiguillon entre deux époques. Plusieurs de ses toiles marquent particulièrement l'irrémédiable du moment nubile et de sa question pour les introduire, Pour les introduire, le salon je continue. Pour les introduire, le salon semble représentatif de l'art d'un peintre qui, pétrifiant une histoire à la manière inspirée de la Nouvelle Renaissance, se fait le passeur de la tradition, ressourçant la modernité. Il est aussi exemplaire de la sensibilité d'un peintre, clair de l'accès à l'âge nubile. Le salon est une pièce bourgeoise, dans l'angle de laquelle un piano au clavier ouvert sur une partition prête à une mise en jeu. Dans ce salon paisible, on sent qu'un trouble vient de naître. De chaque côté d'une table centrale, dont la nappe est à demi relevée, deux très jeunes gens. Un garçon, à genoux sur le tapis, se penche sur un livre, déchiffrant à peine un petit traité de la procréation. À l'arrière de la table, sur le canapé, une jeune fille s'affaisse, la tête renversée dans la pose extatique de la Sainte Thérèse du Bernin à Rome. L'extrémité de la table, qui pourrait figurer le boîtier d'un violon, atteint le bas-ventre de la jeune fille. Les deux s'ignorent. L'une, plus avancée semble-t-il, semble déjà connaître la musique. L'autre, laborieux, s'interroge encore sur le comment faire. Souffre-t-elle ? Jouit-elle ? Elle n'en dit rien. Lui cherche en vain le mot qui manque. Dans les prunelles de l'animal sacré qui les observe, en position de statuette égyptienne, se reflète l'éternité d'une scène éphémère. Le chat, pour Balthus, représentait la délicatesse féminine, mais aussi son étrangeté fantasque et son énigme. Sans lien entre eux, confrontés à l'indicible, à l'aube de l'état nubile, les deux personnages semblent se poser la même question: l'amour doit-il s'instituer ? Les beaux jours, qui pourrait être le titre d'une pièce de théâtre, représentent la scène statique d'un événement muet comme arrêté au tournant paroxystique de la destinée. Ce qui d'emblée surprend la vue, c'est la confluence de deux éclairages contrastés qui viennent diviser le corps renversé d'une jeune fille enfant. La lumière extérieure, froide, éclaire quelques objets, une cuvette blanche, le dossier d'une méridienne, mais aussi le côté droit du corps, un sein naissant dénudé, la moitié de la tête de l'adolescente tombant sur sa poitrine, un bras et une jambe pendante. De l'âtre vient la lumière d'une flambée ardente qu'anime avec vigueur un homme redressant son torse rougeoyant. Le feu intérieur éclaire l'autre partie du visage, dont l'éclat des yeux semble chercher dans la psyché une image qui manque. Les jambes sont ouvertes, l'une qu'elle a repliée sur le canapé s'oppose à celle abandonnée à la froidure. Le bout de sa mule gauche rejoint l'âtre en un point de brûlure, comme si la jeune nubile tendait subrepticement une expérience, induisant sa soumission à l'éros, comme l'écrit Freud à propos de la sexualité féminine, un peu à la façon dont les résineux peuvent servir à enflammer le bois plus dur. Ici encore, les deux personnages s'ignorent. Que va-t-il se passer ? Laquelle des deux poussées lumineuses l'emportera ? Cette représentation du non-rapport laisse toute sa place à la flamme qui, en réchauffant, dévore. Est-ce l'érotisme qui se dégage de la toile qui trouble l'observateur ? Ou bien
une autre lecture, un autre regard qui nous fait percevoir une action extrême. Ce corps affaissé, qu'une flèche en plein cœur a transpercé et qu'une main retient, c'est la mort qui s'invite au final d'une représentation tragique quand, dans l'excès de l'adolescence, la toute-puissance du désir consume. On rapporte que Paul Éluard en aurait été inspiré peu de temps après avoir vu l'exposition des Beaux Jours. La flamme naine perd sa fleur dans son miroir, et le rire est la fin du rire pour toujours. Et cette source est la première et la dernière. La poussée des pulsions, encore entre innocence et violence, entre mort et sexualité, exhume dans l'instantané la question de la jeune nubile. Désirer mourir, vivre vaut-il d'être transpercé par un trait pour abandonner le lieu et le temps interdits du désir absolu. Thérèse Rêvant représente une jeune fille à la fois hiératique et abandonnée, repliant elle aussi la jambe gauche sur la chaise sur laquelle elle est assise. Les bras posés avec élégance sur la tête, elle se laisse aller au seuil de l'âge adulte, à l'intimité des chimères. Elle ignore les claquements de langue du chat qui lappe le lait dans l'écuelle. Enfant impudique, elle offre à la vue de tous son entrejambe. Sa grâce et sa fragilité excluent toute idée de provocation ou de rébellion. Pourtant, son visage est grave, voire buté. Une ombre y progresse, que le peintre a saisie dans la lumière des rêves. Interprète d'un instrument qu'elle tente de maîtriser, mais qui se joue d'elle, sa posture, dans une coupable candeur, la trahit. Laissant l'ombre avancer et obscurcir ses songes, elle offre au regard sur le linge de coton blanc censé protéger sa pudeur l'imperceptible empreinte d'une tache rougeâtre. Cette tache de couleur, que par décence l'œil du spectateur rejette comme anodine, peut-on faire l'hypothèse qu'elle est le fruit d'une tactique du peintre qui veut indiquer et masquer à la fois ce à quoi elle renvoie. Elle est peu perceptible et parce que cette grossièreté nous dérangerait, on la refuse comme une vulgaire bavure. Le rejet qu'elle suscite est nécessité par le trouble qu'elle jette dans une scène gracieuse et distinguée. Pourtant, placée au centre du tableau, elle en est le mobile. C'est le sang que Thérèse, dans sa tentative de dénier ce qui la déborde, fait voir, sans le savoir, le sang qui sourd des origines. C'est la coupure du temps qui vient de la saisir, c'est l'enfance qui s'en va. En état de procréation, elle quitte l'âge tendre de l'imaginaire pour la dureté du sacré des profondeurs et sa violence créatrice. S'opposant aux intentions qu'on lui prêtait, Balthus affirmait que l'érotisme de cette toile se trouvait dans le propre regard des voyeurs. Peintre de la nostalgie amoureuse d'un temps d'avant la chute, posant son tamis perceptif sur l'origine du monde, il révèle ainsi le suintement d'une blessure venue d'ailleurs, signe du destin dont la jeune fille est la proie.